Assema marhaba bikom. Je vais essayer d'être un peu vite. Donc, je suis Sasson Selmi. En fait, j'appartiens aux deux structures. À l'Innovcom, en fait, je suis chercheuse à l'Innovcom et maître assistante à l'Institut supérieur d'informatique de Médine. Donc, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui un sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle et la sobriété hydrique, surtout dans les zones arides. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs des problèmes, surtout liés au changement climatique et au nombre de populations liées à chaque fois, il est en augmentation. Donc, le monde fait face à une pression démographique croissante avec près de 10 milliards d'habitants d'ici 2050, entraînant une forte augmentation de la demande alimentaire, certainement. Et surtout, de l'autre part, la situation est d'autant plus critique que l'agriculture consomme environ 70% d'eau douce mondiale. Donc, ces deux critères placent directement la production agricole au cœur de la crise hydrique. Donc, à cela s'ajoutent déjà les changements climatiques, la sécheresse, la pluviométrie, il y a de plus en plus en diminution. Avant de commencer, donc, on va expliquer c'est quoi une zone aride, parce que ici, on va s'intéresser plutôt à l'irrigation dans les zones arides. Donc, spécifiquement, une zone aride, c'est une région où les précipitations sont très faibles et l'évapotranspiration potentielle dépasse largement les apports en eau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la quantité d'eau reçue à partir de la pluviométrie, par exemple, elle est très inférieure par rapport à la quantité d'eau perdue grâce à l'évapotranspiration. Voilà. Donc, les zones arides se caractérisent généralement par une température élevée, une faible humidité, des pluies irrégulières et une forte exposition solaire. Dans ces régions, l'agriculture dépend fortement de l'irrigation artificielle. Alors, l'irrigation artificielle, comme on a déjà dit, la pluviométrie surtout avec la sécheresse, la salinité du sol. Donc, on ne peut pas se baser sur la pluviométrie, on se base principalement sur l'irrigation artificielle. Donc, nous sommes d'accord que la première contrainte est évidemment la rareté et l'évapotranspiration de l'eau, mais ce n'est pas la seule difficulté. À cela s'ajoutent deux autres difficultés majeures. La deuxième difficulté majeure est la salinisation du sol. Donc, lorsque l'irrigation est mal gérée, les sels minéraux s'accumulent progressivement dans les sols, ce qui réduit fortement la fertilité. Ce phénomène est particulièrement visible dans certaines oasis où les terres agricoles deviennent progressivement improductibles. La troisième difficulté, c'est lié aux matières organiques. Les sols arides contiennent souvent très peu de matières organiques, donc ils retiennent mal l'eau. En plus de ça, s'ajoutent les conditions climatiques, créant ainsi un stress physiologique permanent pour les cultures. La question qui se pose ici, ou bien la première solution qui vient à l'esprit, c'est basé sur des cultures qui sont sobres en eau, par exemple le palmier dattier, les olives, les sorgho, les cactus, etc. Mais malgré ça, ces cultures aussi, ils dépendent d'une irrigation qui n'est pas prédictible. Pourquoi ? Parce que ici, le problème est que les besoins réels de ces plantes changent constamment selon la météo, le stade de croissance, la température du sol et le niveau d'humidité. Il faut donc transformer l'irrigation artificielle, la base de l'irrigation dans les zones arides, vers un processus dynamique. On se base sur l'irrigation artificielle, elle est planifiée avec des calendriers fixes, etc. Mais plutôt, ce processus doit être automatique et dynamique. Une autre question qui se pose ici. Pourquoi l'IA? علاش توا نحكيو على l'IA وخاطر l'IA tendance والناس كلها تحب تخدم في l'IA. Non, c'est pas ça c'est pas ça la cause principale. La réponse est très simple.
aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de résoudre des problèmes agricoles complexes, optimisant l'irrigation, l'anticipation des sécheresses, la prédiction des rendements surtout. Donc, l'irrigation dynamique, elle ne suit pas des règles fixes. ما نجموش نخدموها بالinformatique ou bien la programmation conventionnelle avec des règles bien déterminées, avec des conditions bien déterminées. Non, on va se baser sur des prédictions. Les prédictions هذوما علاش ولاو معناتها de plus en plus très intéressants ويعطيو des résultats très intéressants على خاطر à cause des données. Les données توا sont pratiquement موجودين partout dans les champs à travers des capteurs IoT, à travers des images hyperspectrales, à travers des drones et même à travers des historiques, par exemple d'irrigation ou bien des santé des cultures, etc. Donc, cette performance de l'IA, elle est devenue de plus en plus intéressante. Donc, par exemple, ici, un système de deep learning peut prédire plusieurs jours à l'avance qu'une parcelle risque d'entrer en stress hydrique ou bien en surarrosage. Bien sûr, l'irrigation dynamique et automatique, ce n'est pas juste pour optimiser l'eau. On doit voir les deux côtés. Mais ils aiment faire le sous-arrosage ou ils aiment faire le surarrosage. Les deux sont néfastes pour les plantes. Donc, nous passons progressivement d'une agriculture réactive, l'agriculteur après le problème, vers une agriculture prédictive et proactive. Traditionnellement, l'irrigation, on a dit, fonctionne selon des calendriers fixes. Donc, par exemple, irriguer chaque matin pendant une durée déterminée. Les problèmes ici, c'est quoi? C'est que les besoins réels des plantes changent constamment, selon la température, la stade de croissance, les types des sols, le vent, la météo, etc. Donc, les Smart Irrigation Systems ici utilisent des capteurs et des modèles IA pour adapter automatiquement l'irrigation en temps réel. Donc, il se base sur un ensemble de données, que ce soit pour le machine learning ou bien le deep learning, et on va voir la différence entre les deux juste après. Donc, ici, on se base sur un ensemble de données qui sont alimentées à travers des datasets. Donc, voilà, l'objectif n'est plus simplement la prédiction en statistique, mais la modélisation dynamique du comportement agro-hydrique du système. Par exemple, dans le problème d'estimation des besoins hydriques, les variables d'entrée peuvent inclure la surface, la température, l'évapotranspiration potentielle, etc. Et les modèles les plus utilisés dans la littérature, surtout dans le machine learning, ce sont plutôt les modèles Random Forest, XGBoost, l'IGBM, Support Vector Regression. Donc, je ne vais pas les expliquer en détail pour faire vite. Donc, les modèles sont très utilisés dans la littérature. Cependant, la tendance في littérature, c'est vers les modèles hybrides. Je معناها modèle hybride. معناتها il se base sur des données textuelles. On a partie نخدموها بالmachine learning, on a une autre partie نخدموها بالdeep learning à travers des images مثلا multispectrales ou bien même des images de drones اللي هم عندهم vraiment une qualité très 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 supérieure par rapport à une image captée par une caméra normale. Donc, voilà. Ici, un exemple, donc le computer vision agricole, qui est une branche aussi de deep learning. On a le machine learning, qui a deux parties. On a les données, les machine learning, les modèles, ils se basent sur des données étiquetées ou bien des données non étiquetées. On a les deux types, les regression ou classification. Donc, la régression, c'est quoi? C'est les modèles qui sont à la régression, ce sont des modèles qui ont valeur. معناها يعطيك valeur, par exemple, la quantité d'eau à irriguer. D'accord? Par contre, les modèles de classification, ils vont classifier selon un ensemble de critères. Par exemple, irriguer ou pas. Donc, on peut utiliser les deux ici. Irriguer ou pas, quand et comment.
D'accord. Donc, surtout les modèles hybrides. Donc, dans les zones arides, la vision par ordinateur joue un rôle critique dans la surveillance haute résolution des stress abiotiques. Le pipeline moderne, je vais juste l'annoncer très vite. Les pipelines modernes de deep learning, ils sont قايمين على le computer vision ou على les réseaux de neurones convolutifs, les CNN. Ce sont des modèles qui ont un ensemble des étapes bien déterminées. Acquisition, pré-traitement des données. Je parle pré-traitement des données. Les données, ils ينجموا يكونوا فما فيهم des variables ناقصين, des valeurs nulles, فما des données redondantes, فما des données out of range. Et donc, comme on doit tout d'abord le pré-traiter, le préparer correctement, les nettoyer, باش نجموا احنا ننجكتيوهم في الموديل نتاعنا ويعطينا des très bons résultats. Donc, les modèles اللي هما très utilisés في le computer vision, ce sont YOLO V8, Mask RCNN et UNet. Par contre, في deep learning ما عندناش كان computer vision, plutôt عندنا aussi les modèles اللي هما يخدموا على des données historiques et récurrents كيما اللي حكينا عندنا CNN, عندنا LRNN recurrent neural network. هذوما شنو يعطيونا؟ يعطيك une prédiction qui se base sur un historique bien déterminé. مثلا l'humidité du sol, باش ياخذها en considération tout au long d'une période, la salinité, etc. Donc, principalement les modèles et les sont très utilisés. Ici, c'est un exemple d'image hyperspectrale. Donc, l'imagerie hyperspectrale, vraiment موجودة بكثرة. Contrairement à l'image RGB classique, le système multispectro et hyperspectro capture des informations dans plusieurs centaines de bandes spectrales. معناها juste ما نشوفوش احنا juste معناتها chaque matériau biologique possède une signature spectrale spécifique liée à sa composition chimique, sa structure cellulaire et son activité photosynthétique. Par exemple, لهنا عندنا في l'exemple هذايا des images hyperspectraux اللي هما seront servir comme étant des datasets pour des modèles d'auto-encoder. ولهنا on a trouvé des très bons résultats. لهنا نجم نشوف أنا من بعيد à partir de la drone نجم نشوف les spécificités même du sol et le paramètre du sol. Pour la troisième partie, ou bien le troisième sous-domaine de l'IA, c'est reinforcement learning. À part le machine learning et le deep learning, on a reinforcement learning. Qu'est-ce que c'est reinforcement learning? C'est l'apprentissage basé sur l'interaction avec l'environnement. Je dis un environnement ou un agent qui va prendre des décisions et va corriger à travers des pénalités et des récompenses. يعني le modèle, il va améliorer les actions نتاعو en se basant sur les récompenses وهكاك ينجم يتعلم même si on n'a pas معناها un dataset très volumineux des données. Donc l'agent apprend dynamiquement via l'interaction avec l'environnement. Dans les contextes agricoles, l'environnement est hautement dynamique. هذا علاش نستحقوها reinforcement learning وتوا dans la littérature معناتها les tendances ماشيين برشا vers reinforcement learning. Le variable d'état inclut généralement l'humidité du sol, la température, l'évapotranspiration, l'état physiologique des cultures, etc. Et bien sûr, comme on a dit, des récompenses et des pénalités. S'il a pris la bonne décision, on va lui donner une récompense. Il يعرف اللي راهو في l'environnement, dans un tel environnement, l'action qu'il a prise, c'est une bonne action. Donc, il va la répéter. S'il a fait une mauvaise action, donc on va augmenter la pénalité. Et vice-versa jusqu'à ce qu'il arrive à préparer et à fournir un modèle robuste, par exemple pour l'irrigation ou bien pour la détection de maladies des plantes, etc. Dernièrement, pour la confiance et la frugalité, on utilise l'explainable AI et le green AI. Donc les concepts, plutôt le concept de digital twin ici avant. Je m'en digital twin. C'est un jumeau numérique. Je m'en ai un jumeau numérique. أنا عندي le champ sur le terrain. Je vais créer une simulation de ce champ-là avec tous les variables qui sont en variation déjà.
Donc, un jumeau numérique n'est pas simplement une simulation statique, mais plutôt c'est une simulation dynamique synchronisée en permanence avec le système réel. L'objectif, c'est quoi? C'est de construire une représentation virtuelle du champ capable de prédire l'évolution du système, d'évaluer différents scénarios et d'optimiser les décisions avant le déploiement réel. C'est quoi la différence par rapport aux autres modèles? Les autres modèles, ils ont les prédictions, mais l'action, sera prise en temps réel. Le jumeau numérique, il anticipe. Il y a une simulation de champ ou des actions qu'on va les prendre. Donc, on peut voir le résultat sur ces actions-là avant même d'être déployé sur les champs. Voilà, donc, ça y est, je vais passer directement. Le Generative AI, donc, je vais passer directement à la conclusion. Donc, pour conclure, nous assistons aujourd'hui à une transformation profonde du paradigme agricole mondial où l'agriculture n'est pas uniquement un système biologique ou mécanique, mais plutôt un système dynamique et adaptatif. Voilà, merci beaucoup.